Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique du continent. Un continent avec une forte population jeune, une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, mais qui rêve d'aller de plus en plus vers l'étranger ou les pays développés parce que les conditions de travail et de vie seraient beaucoup plus favorables. Pour freiner la fuite des cerveaux et retenir la main-d'œuvre, les dirigeants africains essaient de renforcer la qualité de vie au travail et les conditions d'exercer. Un accent est mis sur la sécurité et la santé au travail. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous Akpekabou, je précise bien Akpekabou Vodandé Gutenberg. Vous êtes scientifique et éthicien africain, fondateur de l'Académie africaine de la sécurité et de la santé au travail et vous êtes le président en exercice de l'AICST. C'est juste. Merci d'être avec nous. Merci M. Simon. Et avec nous ici en studio, M. Kofi Kwasi Arsène, vous êtes responsable des actions en milieu du travail et responsable HSE dans une grande entreprise de la place. Merci d'être avec nous. Merci, effectivement. Alors, messieurs, santé, sécurité au travail, on entend beaucoup parler de ce concept ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on doit comprendre exactement quand on parle de santé et de sécurité au travail? D'accord. Lorsqu'on parle de santé et sécurité au travail, il faudrait dire de façon très simple quoi faire pour que le travail se réalise concrètement. Et il y a pratiquement trois disciplines qui interviennent dans ce domaine. On a l'ingénierie et la sécurité santé au travail, on a la médecine préventive au travail et le droit. Et aujourd'hui, on voit il y a ces normes internationales, ces standards internationaux qui sont mis en place. Quand on prend le cas de l'Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est alignée à ces standards? Moi, à mon avis, au niveau africain, actuellement, on fait plus la promotion. On essaie de s'aligner. Oui, donc on fait la promotion, même des actions de promotion comme les journées mondiales de la santé et sécurité, ou bien journée africaine. Donc on mène des actions pour faire la promotion de la chose, pour sensibiliser aussi les acteurs, comment on appelle, l'État à se saisir du dossier et appliquer des lois pour favoriser la santé et la sécurité au travail. Pour moi, la santé et la sécurité sont directement liées aux conditions du travail. Directement liées aux conditions du travail. Il va venir, comment on appelle, le droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit pour cadrer le milieu. Ensuite, la médecine et les techniciens de la prévention vont venir pour accompagner la mise en œuvre de tous ces dispositifs-là et pour éviter que les accidents et même souvent les morts voilà, ne surviennent sur le lieu du travail. Donc à mon avis, c'est ce sens-là que je peux donner à la chose. On parle de... Oui. J'ai un petit complément au niveau de cette question de s'aligner au niveau des standards. Il faudrait dire qu'on a trois familles de standards. Il y a les standards qui sont définis par l'OIT, dont j'en parlais tout à l'heure, convention et recommandation. Il y a les standards qui sont développés par ISO. C'est ce que mon collègue était en train d'en parler tout à l'heure, que beaucoup de pays africains essaient d'implémenter. ISO 45001, 45003. Et ensuite, il y a les normes qui sont développées par les pays, en fait. Et les normes qui sont développées par les pays sont à deux niveaux. On a les normes métiers. Par exemple, quand on prend le secteur du bâtiment, on sait clairement qu'un matériau de construction qui résister à peut-être 35 tonnes de résistance à la compression, donc là en qualité produit. Donc si on utilise ce matériau de construction, peut-être une brique, et qu'elle ne respecte pas cette norme de matériaux, naturellement l'ouvrage, si on a construit un bâtiment avec, elle risquerait de s'écrouler. Donc là, ce sont les normes métiers qui sont définies par le fabricant. Et nous avons les normes d'organisation aussi qui sont définies par le législateur national qui, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui rend obligatoire l'institution de la sécurité santé au travail, la création d'un comité de sécurité santé au travail, la création d'un service de médecine préventive au travail. Donc ça, c'est sur le plan de ces normes. Toutefois, ce qu'il faudrait dire, c'est que il n'y a pas
un code en fait qui réunit toutes ces dispositions, qui va nous permettre de pouvoir évaluer le niveau d'appropriation et d'applicabilité et d'application de ces textes-là par les employeurs. Voilà, donc dire qu'on est aligné, on ne pourrait pas le dire systématiquement, c'est le résultat d'une évaluation. C'est ça. Toutefois, l'Afrique a eu à ratifier plusieurs textes, les États se sont dotés d'instruments juridiques en la matière. Maintenant, est-ce que ces instruments sont assez communiqués, compris? Est-ce que les employeurs, est-ce que les praticiens s'en sont appropriés? Est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est en appropriation avec les réalités du terrain? Donc c'est tout ça qu'il faudrait évaluer afin de dire vraiment que nous sommes alignés. Alors donc encore beaucoup de choses à faire, mais il y a cette question qui me revient pendant que je vous écoutais. Quand on parle de santé et de sécurité au travail, c'est pour des entreprises ou des institutions formelles. Quand on sait qu'en Afrique, c'est le secteur informel qui domine en tout cas le secteur économique, le secteur professionnel. Est-ce qu'on peut parler de santé et de sécurité au travail dans l'informel, dans le secteur informel? Bon, pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons la promotion de la chose. Nous sensibilisons. Pour ma part, pour l'heure, ça n'a pas encore intégré le milieu informel. Peut-être pas totalement. Parce qu'on verra peut-être des personnes qui ne sont pas peut-être formellement organisées, mais que tu peux trouver chez eux quelques rudiments, voilà, de l'application des mesures de prévention. Alors quand je pose ma question, pour faire un peu plus simple, je veux parler par exemple, on sait que l'Afrique c'est majoritairement l'agriculture, les petits commerces. Est-ce qu'au niveau de l'agriculture, quand on prend par exemple les producteurs de cacao ou de café en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a cette notion de sécurité et de santé au travail dans toute la chaîne, dans les plantations, maintenant même la transformation? En grande majorité, ils ne sont pas sensibilisés à cela. En grande majorité. Sinon, je pense que le paysan qui va au champ, il est conscient qu'il peut se blesser. Donc, c'est un réflexe qu'il a à lui. Mais comme la chose n'est pas faite sur un plan assez formel, ne sont pas sensibilisés, donc ils le feront, mais pas assez efficacement comme une entreprise organisée formelle le fera. Donc, il y a beaucoup de lacunes encore à ce niveau-là. Beaucoup de lacunes à ce niveau, oui. Et on entend aussi beaucoup ces derniers temps, on parle d'industrialisation, de mécanisation de nos agricultures et autres. Ça c'est, on va dire, c'est l'amélioration des conditions de travail de ces paysans. Travailler avec des machines, des tracteurs. Est-ce que ça rentre dans le cadre de la sécurité au travail? Comment est-ce qu'ils sont prémunis d'accidents et autres? D'accord, c'est une très belle question. Juste avant de répondre à cette question, je voulais donner un complément à ce que mon collègue a dit. Comme il a dit en fait que l'être humain de façon générale a le réflexe sécurité et santé au travail. Toutefois, chaque État, ou du moins l'Afrique, doit donner des orientations à la sécurité et santé au travail. Vous avez donné l'exemple de la chaîne agricole. Il y a des exemples un peu plus simples dans le secteur informel. Les vendeurs de thé, les vendeurs d'ananas, les kiosques. Pratiquement tout le monde monte dans les kiosques. En Côte d'Ivoire, les garbadrones, tout le monde se rend dans ces lieux pour manger. Et donc, il y a des travailleurs là-bas. Ceux qui travaillent, ceux qui produisent sont des travailleurs. Et ce secteur, effectivement, il est le plus représentatif. Mais vous voyez que pour pouvoir couvrir normalement ce secteur, ça sous-entend que l'Afrique ou que l'État, un État africain, a une doctrine en fait. C'est ça. Je prends simplement le cas de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de la sécurité santé au travail, c'est purement le secteur privé. D'accord. Parce que c'est le Code du travail qui l'institue, alors qu'il y a le Code de la fonction publique. Donc il y a des carences réglementaires en matière de dispositions relatives à la sécurité santé au travail. Ailleurs, dans certains pays comme au Rwanda, par exemple, il est fait obligation de créer un comité de sécurité santé au travail, que ce soit dans une entreprise du privé, que ce soit dans une entreprise du public. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc, il y a ce gap qui est là, dans les textes africains, cette carence, et cela parce qu'il n'y a pas de doctrine, parce que la doctrine permet de répondre à plusieurs préoccupations. On fait la sécurité santé au travail, pourquoi? Quel est son champ d'application? Quoi protéger? L'OIT parle de la sécurité santé des travailleurs. Mais lorsqu'on parle de sécurité santé au travail,
si on définit le champ normalement de protection, on verra que cela est plus large en fait. Il s'agira de protéger les travailleurs, de protéger les matières premières, parce que quand on parle du travail, c'est que il y a du travail. Donc si on doit protéger les hommes sans les autres variables du travail, ça pose problème. Raison pour laquelle on parle de sécurité et santé au travail, qui est différent de sécurité et santé des travailleurs. Donc là, cette question de doctrine, nous avons essayé de proposer une doctrine africaine et c'est le premier essai parce que selon l'état de l'art que nous avons jusqu'à présent, il n'y a pas un état qui l'a proposé. Donc ça permettra, c'est cette doctrine, cette philosophie qui permettra donc aux législateurs, aux scientifiques de pouvoir s'orienter normalement pour traiter le sujet. Mais si on ne traite pas ça, ça pose problème. D'où la question de la mécanisation. Lorsqu'on a une doctrine et qu'on identifie normalement les secteurs où il y a assez d'activité, où il y a plus de travailleurs, on va essayer de voir la rentabilité, parce qu'il s'agit du progrès du pays. Est-ce que ce secteur est rentable pour le pays? Si oui, qui sont les travailleurs qui sont dans cette zone? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer leurs conditions, c'est-à-dire réduire le temps de travail, réduire la pénibilité? C'est là, en ce moment, qu'on va mécaniser des tâches manuelles. Donc, systématiquement, la mécanisation est un outil de la sécurité santé au travail, parce qu'elle permet de réduire donc la pénibilité des tâches, réduire le temps d'exécution du travail, donc améliorer la productivité, parce que la sécurité santé au travail n'est pas, comme je le dis dans la doctrine africaine que nous proposons, que pour protéger le travailleur, mais c'est un outil de progrès. Alors, donc il y a une petite notion que vous avez utilisée tout à l'heure, et là je vais me tourner vers vous, monsieur Kofi Arsène. On a parlé de pénibilité au travail, et dans ce sens-là, on voit quelques innovations, beaucoup d'innovations qui sont faites pour permettre aux êtres humains de pratiquer certaines tâches de manière beaucoup plus facile, ou bien même de substituer à ces personnes-là des robots. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrialisation, l'intelligence artificielle avec ces robots et autres qui viennent améliorer les conditions de travail pour les employés, est-ce que finalement, ce n'est pas un mal pour ces employeurs? Si par exemple, moi, je devais soulever 14 caisses, je prends n'importe quoi, de jus d'ananas, et qu'aujourd'hui on me dit tout est robotisé maintenant, on n'a plus besoin de moi, on travaille avec les robots. Est-ce que c'est pas un mal parce que ça nous retire de l'emploi? Ceux pour qui on devait créer les conditions, aujourd'hui ils sont mis au chômage et ce sont les robots qui travaillent à leur place. Ce qui est fait pour améliorer la productivité, accroître la production, aider l'homme lui-même dans son environnement de travail. Donc c'est fait premièrement. C'est vrai qu'il y a des objectifs de production qui sont liés à tout ce système qui vient, mais par derrière, ça aide le travailleur aussi à assurer sa santé et sa sécurité. Ça, c'est ce qui est clair. Maintenant, quant aux questions de ça va remplacer l'homme, on est dans un monde qui évolue. Le monde va toujours évoluer, donc il va falloir que nous nous adaptions à ce monde qui évolue. Un monde qui évolue très vite et surtout récemment on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Est-ce que on peut dire, vous aviez évoqué tout à l'heure la question de la doctrine, est-ce que dans votre perspective de la doctrine vous intégrez ces évolutions, intelligence artificielle et autres? Oui, effectivement, c'est pour ça que se doter d'une doctrine est indispensable. La mécanisation et l'automatisation, y compris la IA, l'intelligence artificielle, ont des avantages et des inconvénients. C'est ça. Mon collègue a parlé des avantages qui sont donc de réduire donc la pénibilité, donc qui va créer, donc on réduit l'usure prématurée du travailleur, donc qui va pas vite vieillir, qui aura le temps de rentrer en famille, de passer du temps avec sa femme ou son mari et ses enfants. De l'autre côté, il ne faudrait pas que nous oublions en fait que l'être humain a des fonctions naturelles. Et donc, dans ces fonctions naturelles, l'exercice physique, c'est-à-dire soulever des charges, permet de maintenir sa santé. Donc, en temps normal, quand on mécanise les tâches pénibles. On doit mécaniser les tâches pénibles. Donc, il faudrait normalement que les comités d'éthique des pays, des États africains, se concertent
pour interdire, donc donner des limites à l'usage de l'intelligence artificielle. Donner des limites à l'intelligence artificielle. Vous parlez aussi de comités d'entreprise. Quand on regarde un peu sur l'échiquier africain actuellement, comment est-ce que ce secteur a évolué? Est-ce que de plus en plus on parle de comités d'entreprise pour parler de ces conditions, ou bien on a encore la situation stagne toujours en matière de sécurité et de santé au travail? On voit de plus en plus de comités? Oui, les comités, bon, comme M. Apikabo le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a que le secteur privé qui est beaucoup engagé dans la santé et sécurité au travail. Même quand vous dites engagé, est-ce que c'est, on va dire, le politiquement correct, juste mettre le comité pour avoir le comité en entreprise par rapport à certaines obligations, ou bien ces comités fonctionnent réellement et on sent du résultat de l'impact sur le travail? Si ce point-là, il y a deux pratiques qui se font. Il y a des pratiques qui consistent à mettre des choses en place, mais qui ne fonctionnent pas réellement. Ça, on a observé ça aussi dans certaines entreprises. Et il y a d'autres pratiques qui consistent où les pratiques dans lesquelles les choses sont faites de cette manière que je viens d'expliquer là, c'est des entreprises dans lesquelles généralement le top management n'est pas vraiment, c'est pas approprié de la chose en fait, c'est pas approprié. Et quand c'est le cas, généralement ça fonctionne comme ça. Mais dans les entreprises où le top management est vraiment impliqué, c'est vraiment approprié la chose, où le top management est vraiment conscient des risques qui sont dans son entreprise, c'est des choses qui fonctionnent. Fonctionnent très bien. Donc c'est d'abord une initiative qui doit venir de la hiérarchie. C'est pas les employeurs, comme on dit, les syndicats et autres. Mais là, vous parlez du secteur privé. Dans le public, est-ce qu'on a une idée de ce qui se fait dans le public actuellement? Parce qu'on met beaucoup plus l'accent sur le privé. Le privé, on a des entreprises publiques, on va dire que la question du public, elle est de façon réglementaire, comme je le disais tout à l'heure, il y a des carences à combler. Toutefois, il y a des dispositions qui sont liées à des normes métiers. Je prends par exemple Sotra. Sotra, c'est le secteur public. La société de transport abidjanaise. Très bien. Donc on sait clairement que ce sont des risques routiers. Donc ça, c'est un secteur de risque qui est bien connu et qui est réglementé. Donc c'est vrai que l'activité elle est publique, c'est le secteur public. Mais toutefois, l'activité qui est réalisée, qui est le transport routier, il y a des normes de risque routier. Donc ça fait que ils ont adopté et pratiquent le maximum des bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels de ce secteur routier. Toutefois, on ne pourrait pas faire un bilan de façon précise parce que le dispositif, donc c'est chaque secteur, dans le secteur public, c'est chaque activité, selon les risques qui sont liés, qui essaie de développer. Nous prenons le cas de la CIE, c'est une entreprise publique. Et vu que le risque électrique est le risque le plus majeur, même parce qu'il crée plusieurs risques, électrisation, électrocution, incendie, il crée plusieurs risques. La CIE s'est développée dans son centre de métier des curricula, des modules de formation pour ce qu'ils appellent IPS, ingénieur prévention sécurité. Donc le risque électrique est intégré au développement de compétences de ces professionnels dans ce secteur d'activité. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la question de la doctrine. Parce que pour pouvoir développer un secteur, une discipline, il faut les professionnels. Et des professionnels compétents qui connaissent leur métier et qui pourront donc faire la promotion de ce métier en entreprise, que ce soit des entreprises du privé ou du public. Donc pour le moment, chaque entreprise sur le marché de la formation en Côte d'Ivoire et en Afrique, on a des modules de formation en QHSE qui sont en fait des modules pas vraiment métiers. Voilà, donc d'où la nécessité d'une académie en fait. Création d'une académie. D'une académie africaine à sécurité santé au travail. Donc vous êtes le fondateur de l'Académie africaine de la sécurité et de la santé au travail. Voilà.
Donc, je vous repose la question à vous deux, on tend vers la fin de cette émission. Quand vous regardez aujourd'hui tel que les choses évoluent, est-ce que vous sentez un impact des initiatives que vous menez ça et là au niveau africain, un impact sur la rentabilité, sur la productivité de nos entreprises, surtout dans le secteur privé? Je m'adresse à vous, M. Kofi. S'il y a un impact, il n'est pas vraiment trop mesurable parce qu'on n'a pas vraiment les éléments pour mesurer ces impacts-là. Mais toutefois, est que dans plusieurs entreprises, les dispositions qui sont prises dans le secteur de la santé-sécurité permettent premièrement de réduire le nombre d'accidents, donc augmenter la productivité de l'entreprise. Ça permet de réduire les cas d'accidents graves. Souvent, c'est des accidents avec invalidité ou bien même décès de la personne. Donc, toutes ces dispositions qui sont prises permettent plus ou moins de réduire, de mitiger les risques. Mais toutefois, sur le plan global national, on n'a vraiment pas les outils pour mesurer l'impact que ces dispositions-là ont permis d'avoir en fait. Donc on n'arrive pas à mesurer, mais on sent qu'il y a des actions qui sont menées, mais on n'arrive pas à mesurer encore l'impact. Là, je me retourne vers vous. Deux questions en une, si je peux le dire. Aujourd'hui, on voit des initiatives justement qui sont lancées, qui sont menées pour attirer l'attention des décideurs. On a les journées nationales de la sécurité et de la santé. Finalement, à travers ces journées, à travers ces initiatives, quel message fort vous avez à adresser à ces décideurs? Quel objectif vous visez à court et à moyen terme à travers ces initiatives? Je vous remercie. Il faudrait dire que ces initiatives sont aussi accompagnées par les décideurs. Quand nous prenons l'AICST, que je dirige, l'association ivoirienne, donc des intervenants en sécurité santé au travail, elle a été créée par l'impulsion de la CNPS et du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, précisément la direction de la sécurité santé au travail, qui ont compris en fait que il fallait que cette branche d'activité de la sécurité santé au travail se développe. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a trois domaines: l'ingénierie de la sécurité santé au travail, la médecine préventive au travail et le droit. Donc il y avait un grand vide au niveau de l'ingénierie. Et c'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est un problème africain. Et quand nous avons commencé à travailler sur cela, en parlant de ces questions d'initiative, nous nous sommes rendus compte en tant que scientifiques et professionnels donc des carences. Un exemple de carence, le terme qui est utilisé pour désigner les professionnels de la sécurité santé au travail hors médecine travail, dans plusieurs de nos législations, ne sont pas appropriés. En Côte d'Ivoire, par exemple, on dit chargé de sécurité. Au Cameroun, on dit agent de sécurité. Donc, vous voyez que systématiquement, on pense à un vigile. Donc, en tant que corporation de ces professionnels, nous avons fait beaucoup de travaux. Et cette journée, nous sommes à la 3e journée nationale de la sécurité santé au travail. C'est pour faire la promotion déjà de ce métier, des ingénieurs, donc faire la promotion de la doctrine, que tout le monde comprenne en fait que c'est bien que nous allons dans la SST, mais où nous allons? Est-ce qu'elle répond aux réalités africaines? Et quels sont les professionnels qui doivent exercer ces métiers pour qu'ils puissent être entretenus et soutenus? Et donc là, on a même établi une directive où on demande, où les professionnels demandent à ce que déjà le vocable chargé de sécurité soit changé, voilà, et qui est réellement, parce que c'est eux qui font le métier avec les médecins du travail dans les entreprises, voilà. Donc ça, ces journées, donc c'est pour résumer au niveau de ces journées, on fait la promotion donc des efforts que nous sommes en train de faire pour réguler les professions de la SST, les professions qui découlent des 3 disciplines, c'est-à-dire l'ingénierie, la sécurité santé au travail, la médecine préventive au travail
et le droit. Il y a aussi la responsabilité du travailleur, donc, et en même temps faire la promotion, comme je vous disais tout à l'heure, on parlait de doctrine. Quand nous prenons les vendeurs de Garba, c'est nous seuls qui pouvons normalement décrire ces activités, identifier les risques et documenter les bonnes pratiques liées à ces activités, entre guillemets, informelles. Voilà, parce que nous tous, nous mangeons là-bas. Et donc, ce qui a poussé à la création de la collection africaine des guides des bonnes pratiques de prévention des risques professionnels. Donc, ça, parce que dès qu'on parle d'une doctrine, d'une discipline, quelles sont les connaissances à promouvoir? Ces connaissances, nous devons les construire et nous devons les promouvoir. Donc, on a créé le cadre qui est une collection. Là, par exemple, vous avez un des ouvrages que nous avons déjà rédigé, mais c'est ouvert à tous les professionnels pour qu'ils écrivent, pour qu'ils réfléchissent sur les réalités. Et c'est ça, on va dire, les fruits de la doctrine. Les réalités de notre milieu. On a des commerçants ambulants. On peut faire un manuel de protection des risques des commerçants ambulants. On peut normalement identifier cela, construire cela, pour que l'économie progresse toujours. Je vous remercie. D'accord. Là, on voit que beaucoup de choses sont déjà initiées et surtout beaucoup de choses restent à faire. Améliorer les conditions au travail en Afrique pour garantir une meilleure productivité et un capital humain plus performant. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'était la thématique du jour et avec nous, nous étions avec M. Akbekabou Gutenberg et M. Kofi Kwasi-Arsène. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci. Et vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes. Ok, merci.